Dans la lumière pâle d'un matin encore incertain, l'hôpital semblait figé dans une attente lourde, presque irréelle, comme si chaque couloir, chaque chambre, portait encore les traces silencieuses de la lutte que Claire venait de traverser. Depuis des heures, son état oscillait entre espoir fragile et menaces persistantes, et ceux qui l'entouraient n'osaient plus formuler à voix haute ce qu'ils redoutaient de perdre à jamais. Pourtant, au fil des examens, un changement subtil s'était imposé, d'abord imperceptible, puis de plus en plus évident, jusqu'à devenir une réalité que même les plus prudents ne pouvaient ignorer. Janet, habituée à lire les signes invisibles du corps humain, avait été la première à comprendre que quelque chose évoluait dans le bon sens. L'amélioration du bilan infectieux, la stabilité retrouvée sur le plan neurologique, tout indiquait que Claire franchissait enfin un cap décisif. Consciente de la portée d'une telle nouvelle, elle prit le temps de prévenir Kira avec mesure, tentant de tempérer l'espoir sans pour autant l'éteindre. Mais malgré cette prudence, l'émotion affleurait dans sa voix, révélant une vérité que Kira saisit instantanément, avant même d'en entendre tous les détails. Lorsque Kira pénétra dans la chambre, son esprit était envahi par une multitude de pensées contradictoires, oscillant entre peur de la déception et désir brûlant d'y croire. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un moment suspendu, celui où tout pouvait basculer. Claire était là, allongée, immobile en apparence, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère qui l'entourait. Cette immobilité n'était plus celle d'un corps en lutte, mais celle d'un repos fragile, presque apaisé. Puis, dans un mouvement lent, encore hésitant, Claire ouvrit les yeux. Ce geste, à la fois infime et bouleversant, transforma instantanément la réalité de Kira. Toutes les nuits d'angoisse, toutes les images sombres qu'elle avait tenté de repousser s'effondrèrent, remplacées par une vague d'émotions impossible à contenir. Elle s'approcha sans réfléchir, guidée par un besoin irrépressible de s'assurer que ce qu'elle voyait était réel, que Claire lui revenait enfin. Le contact de leurs mains scella cette certitude, transformant le silence en une déclaration d'amour et de soulagement plus forte que n'importe quelle parole. Dans cet instant suspendu, la vie reprenait ses droits, mais ailleurs, loin de cette chambre où renaissait l'espoir, une autre vérité, plus brutale, se préparait à émerger et à bouleverser des équilibres déjà fragiles. Dans un tout autre contexte, Manu faisait face à une tension intérieure qu'il ne pouvait plus ignorer. Depuis la mort d'Elliot, il observait Eve avec une inquiétude grandissante, percevant chez elle une transformation profonde qu'elle refusait elle-même de reconnaître. Ce qu'elle présentait comme une forme de résilience lui apparaissait de plus en plus comme une fuite, un moyen de ne pas affronter la réalité de ses actes et de ses conséquences. Lorsqu'il lui annonça que Claire était désormais hors de danger, il espérait que cette nouvelle déclencherait chez elle une émotion sincère, capable de fissurer l'armure qu'elle s'était construite. Et pendant un bref instant, ce fut le cas. Un soulagement passa dans son regard, rapide mais perceptible, comme une respiration retrouvée. Pourtant, cette accalmie ne dura pas, et très vite, l'attitude d'Ève reprit cette rigidité qui inquiétait tant Manu. Il comprit alors que le problème dépassait largement le contexte immédiat, et qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer en silence. La question de l'aide psychologique s'imposa à lui comme une évidence, non pas comme une suggestion anodine, mais comme une nécessité urgente. Face à cette idée, Ève opposa une résistance immédiate, presque instinctive, rejetant toute remise en question avec une assurance qui trahissait justement sa fragilité. Manu, conscient de cette contradiction, refusa de céder. Il savait que derrière cette certitude affichée se cachait une douleur encore à vif, une colère qui n'avait jamais trouvé d'issue véritable. En abordant directement l'acte qu'elle avait commis, il cherchait à la confronter à une réalité qu'elle tentait de reformuler à sa manière, en la présentant comme une forme de justice personnelle. De son côté, Ève s'accrochait à cette version des faits avec une détermination presque désespérée. En affirmant qu'elle avait agi pour venger son fils, elle tentait de donner un sens à ce qui, au fond, menaçait de la détruire. Cette posture, si solide en apparence, laissait pourtant entrevoir des fissures, perceptibles dans ses silences, dans son regard, dans cette tension constante qui habitait chacun de ses gestes. Manu le comprenait mieux que quiconque. Il percevait que cette situation ne pouvait pas rester figée, que quelque chose finirait inévitablement par rompre cet équilibre précaire. Et il ignorait encore à quel point cette rupture était imminente. Car, dans l'ombre, un élément décisif venait d'entrer en jeu. Franz Müller, enfermé dans sa cellule, n'agissait jamais sans calcul. Chaque décision qu'il prenait s'inscrivait dans une stratégie globale, où l'information devenait un levier de pouvoir. Ce jour-là, il avait choisi de révéler une pièce essentielle du puzzle, conscient de la valeur qu'elle représentait. En contactant Mark Moore, il ne cherchait pas simplement à parler, mais à négocier.
Les enregistrements qu'il prétendait détenir n'étaient pas qu'un détail, mais une arme capable de redéfinir toute une affaire. Mark, habitué à manipuler des informations sensibles, comprit immédiatement l'enjeu, tout en restant prudent face aux intentions d'un détenu prêt à tout pour obtenir un avantage. Mais lorsque les fichiers furent transmis, le doute n'eut plus sa place. La voix de Nathalie Jiménez, claire et identifiable, résonna avec une précision troublante. Les mots enregistrés ne laissaient aucune place à l'interprétation. Loin d'ordonner la mort d'Elliot, elle donnait au contraire des instructions visant à empêcher ce passage à l'acte. Ce renversement total de perspective bouleversait tout ce qui avait été admis jusqu'alors. Mark resta un instant immobile, mesurant l'ampleur de cette révélation. Il savait que cette information ne pouvait être ignorée, qu'elle devait être transmise aux autorités et confrontée aux éléments déjà en place. Mais au-delà des implications judiciaires, une question s'imposait avec une force écrasante. Si Nathalie Jiménez était innocente, alors toute la construction accusatoire reposait sur une erreur fondamentale. Et cette erreur, loin d'être anodine, ouvrait la voie à une vérité bien plus inquiétante. L'enquête, que certains pensaient close, venait en réalité de renaître, plus complexe et plus incertaine que jamais. Derrière cette révélation, c'était tout un système de certitudes qui s'effondrait, laissant place à un vide où les responsabilités devaient être entièrement redéfinies. Sans encore le savoir, ceux qui croyaient avoir agi au nom de la justice allaient devoir affronter une réalité bien plus brutale, celle d'avoir peut-être condamné la mauvaise personne, et d'avoir laissé le véritable coupable dans l'ombre. Alors que la vérité commençait à se fissurer dans l'ombre des bureaux et des cellules, la vie semblait reprendre un cours presque normal pour certains, comme si le calme apparent tentait de masquer la tempête qui approchait. À la ferme, l'atmosphère était douce, presque réconfortante, portée par des gestes simples et des attentions sincères qui contrastaient avec la violence des événements récents. Clémence, encore marquée par l'épuisement qui l'avait conduite au bord de la rupture, affichait pourtant une énergie nouvelle. Le repos semblait lui avoir redonné une clarté intérieure, une capacité à se reconnecter à elle-même qu'elle avait perdue depuis longtemps. Dès le matin, son appétit retrouvé et son regard plus apaisé témoignaient d'un rééquilibrage profond, comme si son corps et son esprit s'accordaient enfin pour lui offrir une seconde chance. Flore, attentive à ce changement, lui proposa de venir déjeuner à la ferme, convaincue que cet environnement, loin des tensions hospitalières, pourrait consolider cette amélioration. Cette invitation n'était pas anodine, elle traduisait une volonté de recréer du lien, de replacer Clémence dans un espace où elle pourrait exister autrement que dans la pression constante de son métier. Pendant ce temps, Ludo s'investissait avec une sincérité touchante dans le soin qu'il lui portait. Informé de son état de fatigue, il s'efforçait de lui offrir une attention particulière, comme pour compenser ce que le rythme de vie lui avait arraché. À travers ces gestes du quotidien, une forme de tendresse silencieuse s'installait, discrète mais réelle, donnant à Clémence l'impression d'être enfin considérée au-delà de ses responsabilités. L'arrivée d'Alain à la ferme introduisit une autre tonalité dans cette scène paisible. Lui aussi avait traversé des moments de tension, notamment dans sa relation avec Elisabeth, et il en prenait désormais conscience avec une lucidité nouvelle. En reconnaissant qu'il avait peut-être trop tiré sur la corde, il révélait une volonté de réparer, de recoller les fragments d'une relation fragilisée par les non-dits et les absences. Face à Clémence, son attitude se fit plus ouverte, presque reconnaissante. Il se réjouissait de la voir en meilleure forme, comme si son rétablissement représentait une victoire personnelle, une preuve que tout n'était pas irrémédiablement perdu. De son côté, Clémence exprimait une gratitude sincère, consciente du soutien qu'il lui avait apporté, et cette reconnaissance créait entre eux un moment suspendu, chargé d'une émotion retenue. Dans le même temps, à des kilomètres de cette apparente sérénité, Elisabeth entamait une trajectoire bien différente, marquée par une tension intérieure qu'elle ne parvenait plus à contenir. Informée par Janet du réveil de Claire, elle avait accueilli la nouvelle avec une certaine retenue, comme si son esprit était ailleurs, préoccupé par d'autres désirs, d'autres besoins qu'elle ne pouvait plus ignorer. Son appel à Fourneau ne relevait pas d'un simple besoin de distraction. Il traduisait une impulsion plus profonde, un désir de s'échapper d'un quotidien devenu trop lourd, trop contraignant. En lui proposant de se retrouver pour boire un verre, elle ouvrait une porte qu'elle savait dangereuse, mais qu'elle ne cherchait plus à refermer. Fourneau, de son côté, accueillit cette invitation avec un enthousiasme à peine dissimulé. Pour lui, cette rencontre représentait bien plus qu'un moment partagé, elle portait la promesse d'un rapprochement qu'il espérait depuis longtemps. Lorsqu'il choisit un restaurant situé dans un domaine, entouré d'un parc, ce n'était pas un hasard. Le cadre, à la fois élégant et intime, offrait les conditions idéales pour laisser les émotions s'exprimer librement.
Au fil de la soirée, la distance entre eux se réduisit progressivement, portée par une complicité grandissante et une tension qui ne cessait de monter. Elizabeth, consciente du terrain sur lequel elle s'aventurait, ne fit pourtant aucun geste pour freiner cette évolution. Au contraire, elle sembla s'y abandonner, comme si elle avait besoin de cette transgression pour se sentir vivante. Le baiser qui finit par sceller ce moment n'était pas une surprise, mais plutôt l'aboutissement logique d'un cheminement intérieur déjà entamé. Derrière ce geste, il y avait à la fois une fuite et une affirmation, une manière de se libérer d'un cadre devenu trop étroit, mais aussi une prise de risque dont elle mesurait parfaitement les conséquences. Pendant qu'Elizabeth s'éloignait ainsi de la réalité qu'elle partageait avec Alain, l'enquête autour d'Elliot s'apprêtait à basculer dans une toute autre dimension. Au commissariat, l'information transmise par Mark Moore ne tarda pas à atteindre les services de police. Alex fut parmi les premiers à en prendre connaissance, et la gravité de ce qu'il découvrait se lisait immédiatement sur son visage. L'enregistrement de Franz Müller n'était pas une simple piste, c'était une preuve capable de renverser une conclusion que tous pensaient définitive. Lorsqu'il partagea cette information avec Manu, la réaction de ce dernier fut à la hauteur du choc provoqué. Pendant un instant, il resta silencieux, comme incapable d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. L'idée que Nathalie Jiménez puisse être innocente ne relevait pas seulement d'une erreur d'appréciation, elle impliquait une remise en question totale de l'enquête. Ce renversement brutal plongea Manu dans un conflit intérieur intense. En tant que policier, il savait qu'il devait s'en tenir aux faits, accepter la réalité quelle qu'elle soit. Mais en tant qu'homme, et surtout en tant que témoin des actes d'Ève, cette révélation prenait une dimension beaucoup plus personnelle. Il comprenait déjà les conséquences que cette vérité allait avoir. Car si Nathalie Jiménez n'était pas responsable de la mort d'Elliot, alors la vengeance d'Ève perdait tout fondement. Ce qui avait été perçu comme un acte motivé par la douleur devenait soudain une erreur tragique, irréversible. Dans ce contexte, l'annonce imminente d'un article dans Midi Libre ajoutait une pression supplémentaire. La diffusion publique de cette information allait accélérer le processus, exposer la vérité au grand jour et forcer chacun à affronter ses responsabilités. Lorsque Manu rentra chez lui, il savait qu'il ne pouvait plus retarder ce moment. Ève devait savoir. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension que même le silence ne parvenait pas à apaiser. En annonçant la nouvelle, Manu ne cherchait pas seulement à informer, mais à confronter Ève à une réalité qu'elle avait jusqu'alors refusé d'envisager. Face à lui, Ève réagit d'abord par le déni. Cette réaction, presque instinctive, traduisait l'impossibilité pour elle d'accepter ce renversement. Tout ce qu'elle avait construit, toute la justification de son acte, reposait sur une certitude qui venait d'être anéantie. Mais Manu, cette fois, ne laissa aucune place à l'ambiguïté. En affirmant clairement que Nathalie Jiménez n'était pas responsable, il brisa le dernier rempart derrière lequel Ève s'était réfugiée. Les mots, prononcés avec une dureté inhabituelle, résonnèrent comme une sentence. Dans cet instant suspendu, quelque chose se fissura en Ève. Ce n'était pas encore une chute, ni même une prise de conscience complète, mais une faille venait de s'ouvrir, laissant passer une réalité qu'elle ne pourrait plus ignorer longtemps. La certitude qui l'avait maintenue debout commençait à vaciller, et avec elle, l'équilibre fragile qu'elle avait réussi à préserver. À cet instant précis, le monde qu'elle avait reconstruit après la mort de son fils commençait à s'effondrer, laissant apparaître une vérité bien plus insoutenable que tout ce qu'elle avait imaginé. À mesure que la vérité commençait à s'imposer, c'est toute la construction intérieure d'Ève qui se trouvait menacée, comme si chaque élément sur lequel elle s'était appuyée depuis la mort d'Elliot perdait progressivement sa cohérence. Pourtant, dans d'autres lieux, la vie poursuivait son cours avec une apparente normalité, créant un contraste troublant entre la douceur du quotidien et la violence du bouleversement en cours. À la ferme, l'atmosphère restait paisible, portée par des gestes simples qui semblaient presque appartenir à un autre monde. Ludo avait consacré du temps et de l'attention à préparer le dîner, cherchant à offrir à Clémence un moment de répit, une parenthèse où elle pourrait se sentir protégée des pressions extérieures. Cette attention n'avait rien d'anodin, elle traduisait une volonté sincère de prendre soin d'elle, de l'accompagner dans cette phase de reconstruction après l'épuisement qui l'avait profondément fragilisée. Clémence, de son côté, accueillait cette bienveillance avec une sensibilité nouvelle. L'épreuve qu'elle venait de traverser semblait avoir modifié son rapport aux choses, lui permettant de redonner de la valeur à des instants qu'elle avait longtemps négligés. Son regard, encore marqué par la fatigue, retrouvait peu à peu une forme d'apaisement, comme si elle se reconnectait à une part d'elle-même qu'elle avait mise de côté. L'idée de reprendre le travail dès le lendemain ne s'inscrivait plus dans une logique de contrainte,
mais dans celle d'un retour maîtrisé à un équilibre qu'elle souhaitait désormais préserver. L'arrivée d'Alain introduisit une nuance plus complexe dans cette harmonie apparente. En annonçant le départ d'Elisabeth pour Paris, il évoquait un fait qui, en surface, pouvait sembler banal, mais qui révélait en réalité une distance grandissante entre eux. Derrière cette absence, se dessinaient des tensions silencieuses, des incompréhensions accumulées qui, faute d'être exprimées, continuaient de creuser un écart difficile à combler. Face à Clémence, Alain adopta une attitude plus ouverte, laissant apparaître un soulagement sincère face à son rétablissement. Cette réaction traduisait à la fois une affection réelle et un besoin de se raccrocher à une situation positive dans un contexte personnel plus incertain. Clémence répondit à cette attention avec une gratitude mesurée, consciente du soutien qu'il lui avait apporté, et ce moment d'échange, bien que discret, renforçait un lien fondé sur la confiance et le respect mutuel. Dans cet environnement protégé, chacun semblait chercher à reconstruire un équilibre, même fragile, sans imaginer que, ailleurs, les fondations mêmes de certaines certitudes étaient en train de s'effondrer. Sur un parking isolé, l'atmosphère était radicalement différente. Le décor, impersonnel et presque vide, accentuait la sensation d'un moment suspendu, comme si l'action qui s'y déroulait échappait au reste du monde. Romain et Alice s'y retrouvèrent dans un silence chargé de tension, leurs gestes traduisant une forme de détermination contenue. Leur montée dans la camionnette, sans échange apparent, s'inscrivait dans une logique implicite, suggérant une continuité d'événements déjà engagés. Ce déplacement, discret mais significatif, laissait entrevoir une trajectoire parallèle, encore difficile à interpréter, mais dont les implications pouvaient se révéler importantes. Dans le même temps, Manu avançait vers un moment qu'il ne pouvait plus éviter. Le chemin qui le ramenait chez lui offrait un espace de réflexion qu'il utilisait pour anticiper l'impact de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Il savait que les mots qu'il allait prononcer ne se limiteraient pas à transmettre une information, mais qu'ils porteraient en eux une charge émotionnelle capable de déstabiliser profondément Ève. Lorsqu'il entra, l'atmosphère confirma immédiatement cette tension latente. Ève semblait maîtriser ses émotions en apparence, mais cette immobilité dissimulait une fragilité prête à céder sous la pression. Elle s'accrochait encore à une certitude qui lui permettait de tenir, une certitude que Manu s'apprêtait à remettre en question de manière irréversible. Il introduisit la situation avec précision, en évoquant d'abord la publication imminente d'un article dans Midi Libre. Cette information, déjà lourde de conséquences, annonçait une exposition publique de faits jusqu'alors confinés à un cercle restreint. Mais au-delà de cette dimension médiatique, c'est l'origine de cette révélation qui allait tout changer. L'évocation de l'enregistrement transmis par Franz Müller provoqua chez Ève une réaction immédiate, perceptible dans la tension de son regard. Cette information introduisait un doute qu'elle refusait instinctivement d'accepter, comme si le simple fait de l'envisager menaçait l'ensemble de son équilibre intérieur. Elle tenta de s'y opposer, non pas avec des arguments, mais par un rejet presque instinctif de cette possibilité. Manu, conscient de l'importance de ce moment, poursuivit sans détour, laissant la réalité s'imposer dans toute sa brutalité. En affirmant que Nathalie Jiménez n'était pas responsable de la mort d'Elliot, il détruisait le socle même sur lequel Ève avait construit sa justification. Cette déclaration ne constituait pas seulement une correction des faits, elle représentait une remise en cause totale du sens qu'elle avait donné à son acte. Le silence qui suivit prit une dimension particulière, presque oppressante. Ève resta immobile, comme suspendue entre deux réalités incompatibles. D'un côté, la certitude à laquelle elle s'était accrochée, de l'autre, cette vérité nouvelle qui s'imposait avec une force implacable. Ce moment de suspension traduisait un refus de basculer immédiatement, une tentative inconsciente de maintenir intact ce qui pouvait encore l'être. Mais cette résistance ne pouvait durer. Progressivement, les éléments s'alignaient, rendant la contradiction de plus en plus difficile à ignorer. Les mots de Manu, la nature de l'enregistrement, la logique des faits, tout convergeait vers une seule conclusion. Cette convergence ne produisait pas encore un effondrement visible, mais elle ouvrait une faille irréversible dans la perception qu'Ève avait de la situation. Ce processus, lent mais inexorable, marquait le début d'un basculement profond. La certitude qui lui avait permis de survivre jusqu'ici perdait sa stabilité, laissant apparaître une réalité beaucoup plus difficile à accepter. L'idée qu'elle ait pu se tromper cessait d'être une simple hypothèse pour devenir une évidence en construction. Dans cet instant, la notion de responsabilité prenait une dimension nouvelle. Ce qui avait été vécu comme un acte de justice personnelle se transformait progressivement en une erreur aux conséquences irréversibles. Cette transformation n'était pas encore totalement intégrée, mais elle s'imposait déjà comme une présence lourde, impossible à ignorer. Face à cette évolution,
Ève ne pouvait plus se réfugier dans le déni avec la même assurance. Même si elle ne formulait pas encore clairement cette prise de conscience, une partie d'elle avait déjà compris que quelque chose s'était brisé. Et ce qui se brisait, ce n'était pas seulement une conviction, mais l'ensemble du récit qu'elle s'était construit pour continuer à avancer. Dans cette confrontation silencieuse, une question commençait à émerger, lente mais inévitable, une question qui allait redéfinir tout le reste. Si Nathalie Jiménez était innocente, alors la vengeance d'Ève n'avait pas seulement été inutile, elle avait été tragiquement mal dirigée. Et à partir de cette prise de conscience, plus rien ne pourrait redevenir comme avant. À ce moment-là, tout semblait s'accélérer, comme si les événements, longtemps contenus, trouvaient enfin une issue pour éclater au grand jour. L'équilibre fragile qui maintenait encore certains personnages debout commençait à céder sous le poids d'une vérité qui ne laissait plus de place à l'interprétation. Chez Ève, le silence qui avait suivi les révélations de Manu ne pouvait plus durer indéfiniment. Ce silence n'était pas apaisant, il était lourd, chargé d'une tension intérieure qui cherchait une forme d'expression sans encore y parvenir. Chaque mot entendu résonnait en elle, se répétait, se reformulait, comme si son esprit tentait désespérément de trouver une faille dans cette réalité insupportable. Elle s'était construite autour d'une certitude, celle d'avoir agi pour rendre justice à son fils. Cette certitude avait été son point d'ancrage, ce qui lui avait permis de ne pas sombrer après la perte d'Elliot. Mais désormais, cette base se fissurait, et avec elle, tout ce qu'elle avait reconstruit depuis. Dans cette lutte intérieure, le déni continuait de jouer un rôle essentiel. Il ne s'agissait pas d'un refus naïf de la réalité, mais d'un mécanisme de survie. Accepter immédiatement cette vérité aurait signifié reconnaître l'ampleur de son erreur, et donc affronter une culpabilité trop violente pour être intégrée d'un seul coup. Manu, en face d'elle, percevait ce combat silencieux. Il comprenait que le processus ne pouvait pas être brusqué, que la prise de conscience devait suivre son propre rythme, aussi douloureux soit-il. Pourtant, il savait aussi que le temps ne jouerait pas en faveur d'Ève, car les événements extérieurs allaient rapidement la rattraper. La publication imminente de l'article dans Midi Libre représentait une étape décisive. Ce qui était encore contenu dans un échange privé allait devenir une vérité publique, impossible à ignorer, impossible à contourner. Cette exposition allait transformer une crise intérieure en une réalité sociale, confrontant Ève non seulement à elle-même, mais aussi au regard des autres. Dans le même temps, au commissariat, les répercussions de l'enregistrement de Franz Müller continuaient de se faire sentir. L'information circulait rapidement, et chacun prenait la mesure des conséquences qu'elle impliquait. Ce n'était pas seulement une erreur dans une enquête, c'était une remise en question profonde du travail accompli, une nécessité de reprendre depuis le début ce qui avait été considéré comme acquis. Alex, confronté à ces éléments, adoptait une approche méthodique, cherchant à structurer les informations pour éviter toute précipitation. Mais derrière cette rigueur professionnelle, une inquiétude persistait. Si Nathalie Jiménez n'était pas responsable, cela signifiait que le véritable commanditaire de la mort d'Elliot était toujours en liberté, et que toute l'affaire devait être réexaminée sous un angle entièrement nouveau. Cette perspective introduisait une tension supplémentaire dans l'équipe. Il ne s'agissait plus seulement de corriger une erreur, mais de retrouver une vérité qui avait échappé à tous. Et cette vérité, désormais, semblait plus insaisissable que jamais. Pendant ce temps, Elisabeth poursuivait sa trajectoire parallèle, inconsciente ou volontairement détachée des conséquences que ses actes pourraient engendrer. La soirée passée avec Fourneau avait laissé une empreinte durable, non seulement dans leur relation, mais aussi dans sa propre perception d'elle-même. Ce qu'elle avait vécu ne relevait pas d'un simple moment d'égarement. Il s'agissait d'une rupture, d'un point de bascule où elle avait choisi de s'éloigner de la vie qu'elle partageait avec Alain. Ce choix, encore silencieux, n'en était pas moins réel, et ses implications allaient tôt ou tard apparaître. De retour dans son environnement habituel, Elisabeth retrouvait son rôle, son apparence de maîtrise, mais quelque chose avait changé. Une distance s'était installée, une forme de détachement qui la rendait moins accessible, plus difficile à lire. Elle avançait comme si elle cherchait à maintenir une illusion d'équilibre, tout en sachant que cet équilibre était déjà compromis. À la ferme, la soirée s'achevait dans une ambiance plus sereine. Les échanges entre Clémence, Ludo et Alain avaient permis de créer un espace où chacun pouvait, pour un instant, oublier les tensions extérieures. Pourtant, cette sérénité n'était qu'apparente. Elle reposait sur une ignorance temporaire des événements en cours, une pause qui ne pouvait durer. Clémence, malgré son apaisement retrouvé, percevait confusément que quelque chose se préparait. Sans en connaître la nature, elle ressentait cette tension diffuse, comme un écho lointain d'un bouleversement imminent. Cette intuition, encore floue,
s'inscrivait dans un contexte où les certitudes semblaient se fragiliser les unes après les autres. Dans ce jeu de contraste entre calme apparent et agitation invisible, une chose devenait évidente, les lignes étaient en train de bouger, et aucun des personnages ne pourrait rester à l'écart des conséquences. Chez Eve, le moment de bascule continuait de se construire, lentement mais sûrement. La réalité s'infiltrait dans ses pensées, contournant les résistances, s'imposant malgré les tentatives de rejet. Chaque élément venait renforcer cette évidence qu'elle refusait encore d'accepter pleinement. Le regard de Manu, posé sur elle, traduisait une inquiétude profonde. Il savait que ce processus allait être long, douloureux, et qu'il ne pourrait pas le contrôler. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester présent, accompagner sans imposer, tout en étant prêt à affronter les conséquences de cette vérité. Car au-delà de la prise de conscience, il y avait l'après. Et cet après s'annonçait particulièrement difficile. Lorsque la vérité serait totalement intégrée, lorsqu'elle ne pourrait plus être contournée, Ève devrait faire face à une réalité encore plus dure que celle qu'elle vivait déjà. Elle devrait non seulement accepter la mort de son fils, mais aussi reconnaître que sa vengeance n'avait pas atteint sa cible. Cette double douleur, celle de la perte et celle de l'erreur, constituait une épreuve d'une intensité rare. Dans cette perspective, le moment présent apparaissait presque comme une transition, une phase intermédiaire où tout était encore possible, où la chute n'avait pas encore eu lieu, mais où elle devenait inévitable. Et pendant que chacun avançait, à son rythme, vers cette confrontation avec la vérité, une question restait suspendue, prête à redéfinir l'ensemble des enjeux. Si Nathalie Jiménez n'était pas responsable, alors le véritable coupable était toujours libre. Et cette simple idée suffisait à transformer une erreur en menace bien plus vaste. Dans le prolongement de cette tension qui ne cessait de s'intensifier, la réalité poursuivait son chemin, implacable, s'imposant progressivement à chacun sans laisser de véritable échappatoire. Ce qui, quelques heures plus tôt, relevait encore du doute ou de l'hypothèse, prenait désormais une consistance plus lourde, presque irréfutable, comme si les éléments épars venaient enfin s'assembler pour former une vérité impossible à ignorer. Chez Ève, ce processus intérieur atteignait un seuil critique. Le choc initial avait laissé place à une forme de désorientation profonde, où ses repères habituels ne fonctionnaient plus. Elle ne pouvait plus se raccrocher à la certitude qui l'avait portée jusque-là, mais elle n'était pas encore capable d'en construire une nouvelle. Ce vide, à la fois mental et émotionnel, créait une instabilité qui se traduisait dans chacun de ses gestes, dans cette manière de rester immobile tout en étant intérieurement en mouvement constant. Les mots de Manu continuaient de résonner en elle, non plus comme une simple affirmation extérieure, mais comme une vérité qui cherchait à s'ancrer dans sa conscience. Elle tentait encore de résister, de maintenir une distance avec cette idée, mais cette résistance devenait de plus en plus fragile. Chaque tentative de rejet semblait au contraire renforcer l'évidence, comme si son esprit lui-même refusait désormais de soutenir le déni. Dans cette phase, la notion de culpabilité commençait à émerger, encore diffuse, encore incomplète, mais suffisamment présente pour provoquer une angoisse nouvelle. Ce n'était plus seulement la perte d'Elliot qui occupait son esprit, mais la possibilité d'avoir commis une erreur irréparable. Cette idée, même à l'état embryonnaire, suffisait à bouleverser son équilibre, à introduire une faille dans l'image qu'elle avait d'elle-même. Manu, témoin de cette évolution, adoptait une posture plus retenue. Il comprenait que le moment n'était plus à la confrontation directe, mais à une forme d'accompagnement silencieux. Il savait que la vérité avait déjà commencé son travail, qu'elle n'avait plus besoin d'être imposée, mais qu'elle devait maintenant être intégrée, progressivement, malgré la douleur qu'elle engendrait. Dans ce contexte, la publication de l'article devenait une étape inévitable. Lorsque l'information fut diffusée, elle ne tarda pas à circuler, amplifiant l'impact de la révélation. Ce qui n'était encore qu'un échange privé se transformait en une réalité collective, accessible à tous, impossible à ignorer ou à minimiser. Cette médiatisation introduisait une pression supplémentaire, transformant la crise intérieure d'Ève en une situation exposée, où le regard extérieur venait s'ajouter au poids déjà difficile à supporter. Au commissariat, cette diffusion accélérait également les choses. L'enquête, officiellement relancée, entrait dans une nouvelle phase, plus complexe, plus incertaine. Les équipes devaient reprendre les éléments depuis le début, vérifier chaque piste, réexaminer chaque détail avec un regard neuf. Cette remise à plat ne concernait pas seulement les faits, mais aussi les méthodes, les hypothèses, tout ce qui avait conduit à désigner Nathalie Jiménez comme coupable. Alex, fidèle à sa rigueur, s'efforçait de structurer cette nouvelle dynamique, mais la tâche s'annonçait difficile. L'absence de certitude, la nécessité de repartir de zéro, créait un climat de tension et d'urgence.
Il ne s'agissait plus seulement de comprendre ce qui s'était passé, mais de corriger une erreur qui avait déjà produit des conséquences graves. Dans ce cadre, la figure d'Ève prenait une dimension particulière. Même si son acte ne relevait pas directement de l'enquête officielle, il s'inscrivait désormais dans un contexte totalement transformé. Ce qu'elle avait fait ne pouvait plus être interprété de la même manière, et cette évolution allait inévitablement la rattraper. Pendant ce temps, Elisabeth poursuivait son chemin dans une logique qui lui était propre, apparemment détachée de ses bouleversements. Pourtant, derrière cette apparente maîtrise, une tension persistait. La relation amorcée avec Fourneau ne pouvait pas rester sans conséquences, et même si elle tentait de maintenir une façade de normalité, les signes d'un déséquilibre apparaissaient progressivement. Son éloignement d'Alain, d'abord discret, devenait de plus en plus perceptible. Ce n'était pas une rupture ouverte, mais une distance qui s'installait dans les gestes, dans les regards, dans les silences. Alain, de son côté, commençait à percevoir cette évolution sans encore en comprendre pleinement les causes, ce qui introduisait une inquiétude diffuse dans leur relation. À la ferme, la nuit avançait dans une atmosphère plus calme, presque hors du temps. Les conversations s'étaient apaisées, laissant place à une forme de fatigue partagée. Clémence, bien que plus sereine, ressentait encore les effets de l'épreuve traversée. Son corps et son esprit cherchaient un nouvel équilibre, et cette phase de transition la rendait plus sensible aux variations de son environnement. Dans ce contexte, elle percevait confusément que quelque chose se jouait ailleurs, sans pouvoir en identifier précisément la nature. Cette intuition, encore vague, s'inscrivait dans un climat général où les certitudes semblaient vaciller, où les repères habituels perdaient leur solidité. Ainsi, pendant que certains tentaient de se reconstruire dans des espaces protégés, d'autres faisaient face à une réalité de plus en plus difficile à contenir. Les trajectoires, bien que distinctes, semblaient converger vers un point commun, une confrontation inévitable avec une vérité qui redéfinissait tout. Chez Ève, cette confrontation approchait de son point culminant. Le déni ne suffisait plus à contenir l'évidence, et la prise de conscience, bien que douloureuse, devenait inévitable. Chaque pensée, chaque souvenir lié à son acte prenait une nouvelle dimension, éclairée par cette vérité qui s'imposait désormais avec force. Dans ce mouvement, la question de la responsabilité cessait d'être abstraite pour devenir concrète, presque tangible. Ce n'était plus une idée lointaine, mais une réalité en train de se former, prête à bouleverser définitivement son rapport à elle-même et aux autres. Et au-delà de cette transformation personnelle, une autre réalité continuait de peser sur l'ensemble des événements. Le véritable responsable de la mort d'Elliot restait inconnu. Cette absence de réponse ne faisait qu'accentuer la gravité de la situation, transformant une erreur tragique en un problème encore plus vaste. Car tant que cette vérité resterait cachée, aucune forme de justice ne pourrait être réellement atteinte. Dans cette configuration, chaque personnage avançait vers un point de rupture, conscient ou non, où les choix passés allaient devoir être confrontés à leurs conséquences. Et ce point, désormais, n'était plus très loin. Dans les heures qui suivirent, tout ce qui n'était encore qu'une tension diffuse prit une forme plus concrète, comme si la réalité, jusque-là contenue, décidait enfin de se révéler dans toute sa brutalité. Les conséquences de la vérité commencèrent à s'étendre, touchant non seulement les individus directement concernés, mais aussi l'équilibre global dans lequel chacun évoluait. Chez Ève, le basculement intérieur atteignait un point de non-retour. Le déni, qui jusque-là avait servi de protection, ne parvenait plus à contenir l'évidence. Chaque pensée revenait inlassablement vers cette même conclusion, impossible à contourner. L'idée qu'elle ait pu se tromper ne relevait plus de l'hypothèse, elle s'imposait désormais comme une certitude en train de s'ancrer profondément en elle. Ce processus n'était pas spectaculaire, il ne se traduisait pas par une explosion immédiate, mais par une forme d'effondrement intérieur, silencieux et progressif. Tout ce qu'elle avait construit pour survivre à la mort d'Elliot se désagrégeait lentement, laissant apparaître une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Dans cet espace de désorientation, les repères disparaissaient, et avec eux, la possibilité de donner un sens à ses actes. Manu, présent à ses côtés, percevait ce glissement avec une inquiétude grandissante. Il comprenait que la phase la plus difficile commençait, celle où la vérité cesse d'être extérieure pour devenir intime, où elle s'impose non plus comme une information, mais comme une expérience vécue. Dans cette étape, il ne pouvait plus intervenir de manière frontale. Sa présence devenait un soutien silencieux, une tentative de maintenir un lien alors que tout, chez Ève, semblait vaciller. Dans le même temps, les effets de la révélation continuaient de se propager au-delà de leur sphère privée. L'article publié dans la presse avait amplifié l'impact de l'information, transformant une erreur judiciaire en un sujet public.
Cette exposition modifiait la perception des événements, introduisant une pression collective qui rendait toute tentative de retrait encore plus difficile. Au commissariat, la réouverture de l'enquête prenait désormais une dimension concrète. Les équipes s'organisaient pour reprendre chaque élément, chaque témoignage, chaque piste, avec une attention renouvelée. Ce travail de reconstruction ne se limitait pas à corriger une erreur, il impliquait de comprendre comment cette erreur avait été possible, et surtout, de retrouver une vérité qui avait échappé à tous. Alex, en particulier, portait ce poids avec une lucidité froide. Il savait que le temps jouait contre eux, que plus l'enquête avançait lentement, plus le véritable responsable avait l'opportunité de disparaître ou de renforcer sa position. Cette urgence introduisait une tension constante, où chaque décision devait être prise avec précision, sans pour autant céder à la précipitation. Dans ce contexte, une évidence s'imposait progressivement, l'affaire Elliott était loin d'être terminée. Elle entrait au contraire dans une phase plus complexe, plus dangereuse, où les certitudes passées ne pouvaient plus servir de guide. Pendant ce temps, Elizabeth poursuivait son chemin dans une réalité parallèle, apparemment détachée de ses bouleversements. Pourtant, les conséquences de ses choix commençaient à se dessiner avec plus de netteté. La relation amorcée avec Fourneau ne pouvait plus être réduite à un simple moment d'égarement. Elle s'inscrivait désormais dans une dynamique qui remettait en question son engagement auprès d'Alain. Le contraste entre ce qu'elle vivait à l'extérieur et ce qu'elle laissait paraître dans son quotidien devenait de plus en plus difficile à maintenir. Cette dualité introduisait une tension intérieure, une forme de déséquilibre qui se manifestait dans ses attitudes, dans cette distance qu'elle instaurait sans forcément la nommer. Alain, de son côté, ressentait cette évolution sans en saisir pleinement les causes. Cette incompréhension alimentait une inquiétude silencieuse, une impression diffuse que quelque chose lui échappait. Cette situation, encore latente, annonçait des conflits à venir, des confrontations qui ne pourraient être évitées indéfiniment. À la ferme, la nuit avait laissé place à un calme fragile, presque trompeur. Les tensions extérieures semblaient lointaines, comme si cet espace était protégé du tumulte général. Pourtant, cette impression de stabilité reposait sur une ignorance temporaire des événements en cours. Clémence, malgré son apaisement apparent, continuait de ressentir cette intuition qu'un changement était en train de se produire, sans pouvoir en définir la nature. Ainsi, chaque lieu, chaque personnage évoluait dans une temporalité différente, mais tous convergeaient vers un même point de rupture. Chez Ève, ce point était désormais atteint. La prise de conscience, longtemps retardée, ne pouvait plus être contenue. Elle ne s'exprimait pas encore dans des mots, mais elle existait, pleinement, dans cette sensation écrasante qui envahissait tout son être. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle croyait juste, se révélait sous un jour totalement différent. Et avec cette révélation, une réalité s'imposait avec une force insoutenable. Sa vengeance n'avait servi à rien. Pire encore, elle avait frappé une cible innocente. Cette double vérité, à la fois absurde et tragique, redéfinissait tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle pensait avoir accompli. Elle transformait son acte en une erreur irréparable, une faute dont les conséquences dépassaient largement ce qu'elle avait imaginé. Dans ce moment suspendu, il ne restait plus ni justification, ni échappatoire. Seulement le poids d'une réalité qu'elle devait désormais porter. Et au-delà de cette chute personnelle, une autre menace continuait de planer. Le véritable responsable de la mort d'Elliott était toujours en liberté. Cette absence de réponse donnait à l'ensemble de la situation une dimension encore plus inquiétante. Elle transformait une erreur tragique en une injustice persistante, laissant planer une menace que personne ne pouvait encore identifier. Ainsi, alors que certains tentaient de se reconstruire, d'autres entraient dans une phase de confrontation avec leurs actes, et tous, sans exception, se trouvaient désormais liés par une vérité commune. Rien n'était terminé. Au contraire, tout ne faisait que commencer.